bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Naissance et mythe fondateur de la Chine. Depuis les temps les plus reculés, la naissance de la civilisation chinoise s'enracine dans un ensemble de récits légendaires qui symbolisent ses origines profondes. Ces mythes anciens jouent un rôle fondamental dans la compréhension de l'identité chinoise ancienne, offrant une explication non seulement cosmologique, mais aussi culturelle et spirituelle. Parmi ces récits, celui de Pangu occupe une place majeure en tant que figure créatrice mythique, à la fois universelle et intime dans sa signification. Le mythe de Pangu raconte qu'au commencement, il n'y avait qu'un œuf cosmique, une masse indistincte où l'univers tout entier sommeillait. Cet œuf contenait à la fois le yin et le yang, les forces opposées mais complémentaires qui régissent l'équilibre du monde. En s'éveillant, Pangu brisa l'œuf, séparant le ciel de la terre et posant ainsi les fondements de l'existence. Il est souvent décrit comme un géant aux traits puissants, dont chaque souffle façonna les éléments naturels qui allaient devenir la structure même de la planète. Le ciel s'éleva, la terre se fixa, et à travers ses efforts constants pendant plusieurs milliers d'années, Pangu établit un cosmos ordonné. Cette image fonde la conception chinoise selon laquelle l'univers est le fruit d'un processus organique où l'esprit et la matière sont en interaction continue. Le corps de Pangu acheva cette création puisque, selon la légende, sa mort donna naissance aux montagnes, aux rivières, au vent et aux nuages, avec chaque partie de son être métamorphosée en élément naturel sous une forme nouvelle. Ce lent mécanisme explique d'une manière symbolique la connexion intime entre l'humain et la nature, idée centrale dans la pensée chinoise ancienne. Il invite à considérer que chaque chose possède une origine sacrée et participe à un tout harmonieux. Parallèlement à cette cosmogonie, le mythe de l'empereur jaune, connu sous le nom de Wang Di, joue un rôle majeur dans l'établissement des fondations civilisationnelles de la Chine. Wang Di est traditionnellement considéré comme le premier souverain légitime et l'ancêtre commun de nombreux peuples chinois. Son règne, selon la tradition, remonterait à environ 5000 ans, une époque où les communautés humaines commencèrent à s'organiser plus solidement autour de règles, de techniques et de savoirs communs. Wang Di incarne la sagesse et le progrès, associés à la fois à la connaissance médicale, à l'agriculture et à la création des premiers outils politiques. Sous son nom se rattachent des inventions fondamentales qui ont marqué l'évolution de la société, notamment la boussole, l'usage du jade à des fins rituelles et ornementales, ainsi que la pratique des cérémonies qui renforcèrent le lien social et spirituel. L'importance symbolique d'Wang Di dépasse celle d'un simple personnage historique, car il représente le principe d'une autorité morale fondée sur la vertu et le service du peuple. Cette figure unificatrice a contribué à faire émerger un sentiment d'identité collective autour d'une culture partagée et d'un dessein commun. Au cœur de ces récits, les mythes servent non seulement à expliquer l'origine du monde physique, mais aussi à transmettre des valeurs et des modèles de comportement. La distinction et l'équilibre entre le ciel et la terre dans l'histoire de Pangu reflètent l'idée de dualité et d'harmonie, qui se retrouvera dans la philosophie chinoise à travers le concept du yin et du yang. Le rôle civilisateur de Wang Di souligne l'importance de la sagesse, de la création et de la gouvernance juste. Ces symboles anciens ont traversé les siècles pour nourrir l'imaginaire collectif et orienter les pratiques sociales. Il faut comprendre que ces histoires furent aussi enregistrées et transmises grâce à l'écriture et à la tradition orale, ce qui permit de les intégrer dans une mémoire collective commune. Chaque élément du récit portait une signification précise, évoquant la nature cyclique de la vie, le respect des ancêtres et la continuité de la civilisation. La transmission de ces mythes a maintenu un lien permanent avec le passé, tout en inspirant les générations suivantes face aux défis de l'existence. Par ce biais, les mythes deviennent des repères solides dans la construction culturelle. Enfin, ces récits sont indissociables de la représentation de la Chine comme une entité unifiée et millénaire. Ils participent à formuler une vision du monde où l'ordre cosmique et l'ordre social s'entrelacent étroitement.
Cette origine symbolique confère au pays une légitimité historique forte et appelle à perpétuer les traditions tout en s'adaptant aux changements. Le lien entre mythe et histoire est donc essentiel à saisir pour comprendre l'évolution continue de la civilisation chinoise. La richesse de ces histoires ancestrales invite ainsi à une exploration progressive de la Chine, en révélant les couches profondes qui structurent son identité. Avant d'aborder plus en détail les épisodes historiques qui suivirent et les transformations qui façonnèrent son destin. Cette approche permet de saisir non seulement les faits, mais aussi le sens que ces peuples anciennes attribuaient à leur place dans le monde. La transition vers l'étude de la période historique qui succéda à ces temps mythiques offre une ouverture vers une compréhension plus complète et nuancée. Les premières dynasties et la formation d'un royaume. Les débuts de la civilisation chinoise se trouvent ancrés dans les dynasties qui ont façonné l'organisation politique et sociale du pays pendant des millénaires. Parmi celles-ci, la dynastie Xia est souvent considérée comme la première structure étatique, même si les preuves archéologiques restent encore sujettes à débat. Néanmoins, cette période représente un tournant dans la constitution d'un pouvoir centralisé. Le territoire, concentré autour du fleuve Jaune, a vu s'établir des formes d'administration rudimentaires associées à une société hiérarchisée, où le roi détenait un rôle à la fois politique et religieux. Les premières institutions mettèrent en place des règles sociales et renforcèrent la cohésion entre les différentes communautés qui partageaient un même espace géographique. Le passage à la dynastie Shang, qui s'est développée entre le XVe et le XIe siècle avant notre ère, a marqué une intensification du développement politique et culturel. Les Shang sont reconnus pour avoir solidifié le système monarchique, instaurant la transmission héréditaire du pouvoir. Ils ont également innové dans l'utilisation de l'écriture, avec l'apparition des inscriptions sur os et carapaces qui assurèrent la mémoire administrative et rituelle. Ces écrits témoignent d'une organisation déjà complexe, regroupant des rites, des calendriers et des comptes numériques précis, et permettent d'appréhender la rigueur avec laquelle la société était régie. Par ailleurs, la structure sociale était clairement stratifiée, avec une élite composée de fonctionnaires, de prêtres et de guerriers, tandis que les paysans formaient la base économique indispensable. Avec l'arrivée de la dynastie Zhou, vers le XIe siècle avant notre ère, la Chine entre dans une nouvelle phase d'organisation politique. Ce régime est souvent associé à la formalisation des concepts de mandat céleste et de légitimité du souverain, idée fondatrice qui aura une influence durable sur la pensée chinoise. Les Zhou développent une structure féodale dans laquelle le pouvoir central délègue certaines responsabilités à des vassaux, créant un réseau de relations entre seigneurs territoriaux et le roi, tout en assurant une relative autonomie locale. Cette organisation comporte des règles précises régissant les droits et devoirs de chacun, favorisant une stabilité politique sur le long terme. Parallèlement, la société se structure autour de valeurs éthiques et morales, prononcées dans les premiers textes classiques qui guideront la conduite des élites et des sujets. Les progrès techniques et culturels de cette époque sont nombreux. La maîtrise du bronze atteint un niveau remarquable, avec la fabrication d'armes, d'outils et d'objets rituels qui illustrent le raffinement artistique et les croyances religieuses omniprésentes. En même temps, l'agriculture bénéficie d'innovations qui améliorent la productivité, notamment l'utilisation d'outils sophistiqués et l'aménagement des terres aux abords des grandes rivières. Ces avancées entraînent une croissance démographique importante et la formation de grandes communautés, nécessitant des structures administratives toujours plus élaborées. L'établissement de codes juridiques et la tenue de registres témoignent de l'essor d'une gouvernance organisée, capable de réguler les affaires publiques et de répartir les ressources. L'écriture, qui a débuté avec les Shang, se perfectionne sous les Zhou et devient progressivement un art bureaucratique et une langue de la pensée. Les textes administratifs, mais aussi philosophiques, commencent par circuler dans les cercles lettrés, jetant les bases d'une culture lettrée et morale qui influencera durablement la société chinoise. Ce phénomène signe l'importance croissante des scribes et des enseignants dans les institutions, renforçant parallèlement la légitimité des codes et des cérémonies officielles. La transmission de ces savoirs est encouragée, apportant un socle commun de références et de valeurs partagées à travers les différentes régions du royaume. La religion et les croyances jouent un rôle central dans la légitimité politique et sociale. Le roi,
considéré comme médiateur entre le ciel, la terre et les hommes, doit assurer l'harmonie du cosmos. Les rituels, souvent complexes, mobilisent une grande part des ressources de la société, renforçant le pouvoir central et l'idée d'une civilisation ordonnée. En même temps, les familles et les clans maintiennent des pratiques ancestrales qui soutiennent le lien entre la communauté et ses origines. Ces dimensions spirituelles sont essentielles pour comprendre l'équilibre fragile entre autorité et tradition qui caractérise les premières dynasties. L'économie repose principalement sur l'agriculture, avec une exploitation intensive des terres fertiles situées le long des grands fleuves. Les différentes cultures, notamment le millet et le riz, permettent une diversification et une stabilité alimentaire croissante. Le travail collectif est organisé selon des règles strictes, appuyées par l'autorité des dirigeants, qui assurent à la fois la paix interne et la protection contre les agressions extérieures. Par ailleurs, des échanges commerciaux, bien que limités, commencent à se développer, facilitant la circulation de biens et d'idées entre les communautés. Ces échanges portent aussi sur des matériaux précieux, témoins d'une hiérarchie sociale bien établie. Les vestiges architecturaux de ces périodes, notamment les fondations de palais et les tombes royales richement garnies, révèlent une société profondément attachée à sa mémoire et à ses symboles. Les constructions possèdent une fonction à la fois pratique et rituelle, incarnant le pouvoir et la continuité. Les tombes, en particulier, témoignent d'une croyance en une vie après la mort, où le défunt conserve un rôle essentiel au sein de la communauté. Ces aspects confirment l'importance du respect des ancêtres et la place centrale des représentations symboliques dans la vie quotidienne et politique. L'influence des premières dynasties dans l'histoire de la Chine est immense. Elles ont posé les bases d'une civilisation durable, structurée autour de principes de gouvernance, d'organisation sociale et de culture écrite, qu'aucune époque ultérieure ne s'est jamais départie totalement. Ces constructions politiques et culturelles ont permis un long développement qui s'est enrichi au fil des siècles, tout en conservant une cohérence interne remarquable. La compréhension de cette phase initiale est donc essentielle pour saisir les dynamiques profondes qui ont façonné l'histoire chinoise. Enfin, cette évolution progressive vers un royaume organisé s'inscrit dans un contexte plus large, où de nombreuses communautés ont contribué à la formation des identités régionales et des liens politiques. La construction d'un pouvoir central et la circulation des idées furent des processus complexes qui ont nécessité le temps et l'expérience. Cette période ouvre ainsi la voie à l'émergence des grandes philosophies et des systèmes administratifs élaborés qui imprégneront toute la société chinoise, marquant le passage vers des époques plus reconnues dans l'histoire. Son étude approfondie permet d'apprécier pleinement cette continuité et cette adaptation qui caractérise la civilisation chinoise ancienne. Nous allons maintenant poursuivre notre exploration historique en nous intéressant à la période des royaumes combattants, où les rivalités politiques et les innovations culturelles se manifestent avec une intensité renouvelée. Philosophie et pensée dans la Chine ancienne. La pensée chinoise ancienne s'est développée au fil des millénaires, façonnant une civilisation parmi les plus influentes du monde. Parmi les courants philosophiques majeurs qui ont structuré la société chinoise, le confucianisme, le taoïsme et le légisme occupent une place prépondérante. Chacun de ces systèmes propose une vision distincte de l'organisation sociale, des rapports humains et de la relation à la nature, contribuant ainsi à une compréhension complexe et nuancée de la Chine ancienne. Le confucianisme, fondé sur les enseignements de Confucius, insiste sur l'importance des relations humaines ainsi que sur la morale comme base du bon gouvernement. Ce courant soutient que la société doit reposer sur des liens familiaux solides et un respect des hiérarchies. La piété filiale, qui signifie le respect et la dévotion envers les parents et les ancêtres, est un principe central. La vertu des dirigeants repose sur leur capacité à incarner l'exemple moral, créant un ordre harmonieux. Cette philosophie valorise également l'éducation et la rectitude des comportements afin d'assurer la stabilité à long terme. En opposition relative au confucianisme, le taoïsme, attribué principalement à Laozi, propose une conception différente de l'harmonie. Il insiste sur le vivre en accord avec le Tao, concept difficile à traduire, qui peut être compris comme la voie ou le principe fondamental de l'univers. Cette école invite à adopter une attitude de non-intervention et de simplicité, préconisant le détachement des désirs excessifs et la fluidité. Le taoïsme souligne l'importance de la nature,
perçu comme un guide pour la vie humaine, et encourage à suivre ses rythmes et cycles sans imposer de contrôle rigide. Le légisme, apparu à la même période, affirme une vision pragmatique et plus rigoureuse du pouvoir politique. Il met l'accent sur la nécessité de lois strictes et de sanctions sévères pour maintenir l'ordre social et éviter les désordres. Contrairement au confucianisme qui valorise la morale des dirigeants, le légisme préfère un système institutionnel fondé sur des règles impersonnelles applicables à tous sans exception. Cette doctrine a fortement influencé l'État centralisé de la dynastie Qin. Célèbre pour son organisation administrative rigoureuse et pour avoir unifié la Chine. Ces trois approches philosophiques ne se sont pas toujours affrontées de façon antagoniste. Au contraire, dans l'histoire de la Chine, elles ont souvent coexisté, s'enrichissant mutuellement par des échanges et des adaptations. Par exemple, la dynastie Han a favorisé une synthèse entre confucianisme et taoïsme, tout en intégrant certains aspects pratiques du légisme. Cette coexistence a permis à la culture chinoise d'élaborer un modèle politique et social unique, où la moralité, l'harmonie avec le cosmos et la règle de droit se complètent. Le confucianisme a traversé les siècles en restant la référence dominante dans les institutions éducatives et administratives. Ces textes fondateurs, tels que les Entretiens de Confucius, ont été étudiés par des générations de lettrés. Les rites, qui occupaient une place centrale dans cette pensée, garantissaient la cohésion sociale en régulant les comportements. La réflexion confucéenne sur la place de l'homme dans la société a ainsi modelé les valeurs traditionnelles chinoises encore perceptibles aujourd'hui. Parallèlement, le taoïsme s'exprime aussi bien dans la philosophie que dans la religion et les pratiques spirituelles. Il a donné naissance à des mouvements visant à prolonger la vie et à atteindre l'immortalité, marqués par des disciplines telles que le Qigong ou la méditation. Son regard sur la nature a inspiré les arts, notamment la peinture et la poésie, qui cherchent à exprimer la beauté et la simplicité de l'univers naturel. Le taoïsme reste une source importante de sagesse populaire et de spiritualité. Le légisme, bien que plus rigoriste, n'a pas disparu de la pensée chinoise. Il a laissé un héritage important dans le domaine juridique et administratif, influençant la définition des fonctions de l'État. Sa logique a imposé l'idée d'un pouvoir central fort, capable de garantir la sécurité intérieure et la cohésion nationale par la loi. Même lorsque le confucianisme reprenait le dessus, les fonctionnaires intégraient souvent certains principes légistes pour assurer la gouvernance pratique. La dynamique entre ces philosophies illustre la complexité de la civilisation chinoise ancienne. Le confucianisme offre un cadre moral et rituel, le taoïsme propose une réflexion sur la nature et la voie universelle, tandis que le légisme garantit l'ordre par des règles strictes. Ensemble, ils fournissent une riche palette de réponses, questions fondamentales sur le rôle de l'homme, le juste ordre social et l'organisation de l'État. Cette diversité montre que la pensée chinoise ne s'enferme pas dans un dogme unique, mais ouvre à la pluralité des approches. La période des 100 écoles, au VIe siècle avant notre ère, fut particulièrement marquante pour ces courants. Face aux bouleversements sociaux et politiques, tels que la chute de la dynastie Zhou et les guerres féodales, les penseurs ont cherché à apporter des solutions. Chaque école a tenté de répondre à l'instabilité par des propositions philosophiques distinctes qui ont façonné la réflexion politique chinoise durant des siècles. Cette effervescence intellectuelle a profondément enrichi la culture traditionnelle. Le confucianisme a notamment développé la notion de mandat du ciel, qui justifie le pouvoir des dirigeants tant qu'ils agissent avec justice et vertu. Ce concept a eu une implication durable en politique, car il établit une responsabilité morale du souverain. En cas de mauvais gouvernement, le mandat pouvait être retiré. Cette idée équilibrait ainsi pouvoir et éthique, contribuant à réguler les excès des autorités dans la tradition chinoise. Le taoïsme, en réaction aux troubles de la même époque, prônait le retour à un mode de vie naturel et simple, opposé à la complexité administrative et aux conflits incessants. Il encourageait à lâcher prise et à accepter le flux naturel des événements. Cette philosophie a souvent été perçue comme une invitation au calme intérieur et à la paix, s'inscrivant harmonieusement avec les cycles naturels et les saisons. Sa portée dépasse ainsi les dimensions purement politiques. En revanche, le légisme, représenté par des penseurs comme Han Feizi,
proposait une organisation rigide et centralisée. Son raisonnement suivant, lequel les hommes sont naturellement égoïstes et doivent être contrôlés par des lois concrètes, sévères et impersonnelles, a permis de justifier des mesures autoritaires. Le légisme a permis de construire un État fort, capable d'imposer la paix et la stabilité sur un territoire fragmenté, contribuant à l'unification politique de la Chine. L'influence combinée de ces écoles ne se limite pas à la philosophie politique. Elle a touché les domaines de l'éducation, du droit, de la culture et même de la religion. Par exemple, la divinisation des sages confucéens s'est développée avec le temps, créant des cultes particuliers. Le taoïsme a donné naissance à une religion organisée, avec ses temples, ses prêtres et ses textes sacrés. La législation plus pragmatique a inspiré la codification des lois impériales. Au fil du temps, les empereurs chinois ont adapté ces idées pour consolider leur pouvoir. La dynastie Han, en particulier, a adopté le confucianisme comme idéologie officielle, fondant ainsi l'éducation des fonctionnaires et le modèle administratif. Cela a conduit à une bureaucratie centralisée, formée par un concours qui repose sur la maîtrise des classiques confucéens. Cette manière d'organiser l'État a contribué à la longévité et à la cohérence de l'Empire chinois. Le taoïsme, quant à lui, a continué à influencer la culture populaire, notamment à travers les fêtes traditionnelles, les croyances liées aux esprits de la nature et la médecine traditionnelle. Il a marqué aussi la littérature, la musique et la philosophie chinoise, offrant une perspective qui complète la rigidité du confucianisme. Son approche s'est diffusée dans toute l'Asie, témoignant de son rayonnement culturel étendu. Le légisme a souvent été considéré comme l'aspect réaliste et parfois dur du gouvernement, mais ces principes sont restés pertinents dans la pratique administrative. La codification des règles et le contrôle des comportements ont permis de structurer efficacement les institutions. Cette approche a également inspiré d'autres civilisations, démontrant l'importance d'un système juridique solide pour la gestion des États anciens. Cette multiplicité de philosophies révèle la richesse de la pensée chinoise classique, centrée sur la recherche d'un ordre harmonieux au sein de la société et du cosmos. Elle montre un équilibre entre éthique, nature et pouvoir, selon des perspectives qui ont traversé les âges. Sans adhérer à une vision dogmatique, ces philosophies proposent des outils conceptuels pour envisager le monde et la place des hommes. Au regard de ces systèmes, on constate que la Chine ancienne ne saurait être réduite à une seule conception unique du pouvoir ou de la vie. Elle s'est construite autour d'un dialogue entre tradition morale, spiritualité naturelle et exigences politiques réalistes. Ce dialogue a permis de construire des formes variées de gouvernance et de culture, façonnant une civilisation complexe et durable. Cette histoire de la réflexion philosophique chinoise offre une base solide pour comprendre les dynamiques qui ont présidé au développement de l'Empire. Elle éclaire aussi les racines d'une culture qui continue à susciter l'intérêt par sa profondeur et sa diversité. Avant d'aborder les transformations ultérieures de la Chine impériale, il importe de considérer comment ces philosophies ont influencé les arts et les sciences, domaines qui prennent forme parallèlement. Ainsi se conclut cette étape de la découverte calme et précise de la philosophie ancienne en Chine, ouvrant une porte vers les expressions culturelles qui en découlent. Le récit se poursuit en explorant ses manifestations artistiques et scientifiques, qui apportent un nouvel éclairage sur la civilisation chinoise dans sa complexité. L'âge des royaumes combattants et l'unification impériale. L'histoire de la Chine, entre le 5e siècle avant notre ère et le 3e siècle avant notre ère, est marquée par une période complexe et profondément transformative. Cette époque, souvent désignée sous le nom d'âge des royaumes combattants, voit l'éclatement progressif du territoire chinois en plusieurs entités politiques rivales. Ces royaumes, au nombre de 7 principaux, s'engagent dans une lutte sans merci pour la domination. Les conflits sont à la fois militaires et diplomatiques et exposent à la fragilité de l'ordre Zhou établi auparavant, tout en préparant le terrain à la montée d'un pouvoir centralisé remarquable. Le contexte historique de cette période s'inscrit dans la décadence de la dynastie Zhou. Leur autorité, autrefois incontestée, est désormais affaiblie, ce qui engendre des luttes internes fréquentes parmi les seigneurs féodaux. Ces derniers reprennent une autonomie grandissante, transformant leur domaine en quasi-État indépendant. L'importance des chefs militaires grandit en parallèle, car le contrôle des armées devient essentiel pour assurer la survie et l'expansion de leur pouvoir.
Dès lors, différentes stratégies sont mises en œuvre pour organiser, renforcer et moderniser des forces armées toujours plus efficaces. Parmi les innovations militaires majeures de l'époque, il convient de souligner le rôle accru des fantassins équipés de lances en fer et la généralisation de l'emploi du cheval pour la cavalerie, ce qui modifie profondément les tactiques de combat. De plus, le perfectionnement de l'armure et de l'artillerie primitive joue un rôle crucial dans les affrontements. L'un des faits saillants reste cependant le développement des stratégies élaborées par de grands penseurs militaires tels que Sun Tzu, dont les doctrines continuent d'influencer jusqu'à aujourd'hui la théorie de la guerre. Sur le plan administratif, la période voit également des transformations significatives. Plusieurs royaumes adoptent des réformes en accordant plus de pouvoir à des fonctionnaires compétents plutôt qu'à la simple noblesse d'héritage. Cela inclut la standardisation des lois, la centralisation des décisions et une meilleure organisation des ressources humaines et matérielles. C'est dans cet environnement de modernisation que l'État de Qin se distingue progressivement. Sa capacité à consolider ses institutions et à mobiliser efficacement ses forces lui confère un avantage considérable sur ses rivaux. L'État de Qin se démarque d'abord par ses innovations politiques. Sous le règne du duc Xiao, et grâce au conseiller Shang Yang, des réformes radicales sont mises en œuvre. Ces réformes favorisent avant tout la méritocratie, l'efficience administrative et la rigueur dans l'application des lois. Elles conduisent à une organisation du territoire en districts contrôlés par des fonctionnaires responsables de la collecte des impôts et du recrutement militaire. Cette entité réussit ainsi à asseoir un pouvoir central fort, capable de répondre rapidement aux défis extérieurs et intérieurs. Par ailleurs, Qin se montre également précurseur dans l'usage des technologies. La production de l'acier s'intensifie, ce qui améliore la qualité des armes et des outils agricoles. Les infrastructures sont développées, notamment les routes qui facilitent les déplacements militaires et commerciaux. Ces avancées contribuent à créer une base solide pour l'expansion territoriale. L'efficacité de la logistique et des communications devient un élément clé qui rend possible la domination progressive sur les autres royaumes. Les conflits qui ponctuent cette période sont nombreux et souvent sanglants. Les alliances se nouent et se dénouent rapidement entre les différents clans. Chaque royaume tente d'imposer sa supériorité tactique et stratégique, parfois en recourant à la diplomatie, parfois par la guerre ouverte. Cependant, Qin adopte une politique expansionniste déterminée, intégrant progressivement les territoires voisins un à un. Cette stratégie implacable conduit à une consolidation territoriale sans précédent, qui finit par aboutir à l'unification de la Chine. L'unification réalisée en 216 avant notre ère par Qin Shi Huangdi, premier empereur de Chine, est le résultat direct de ce long processus de centralisation et de modernisation. Son règne apporte une organisation administrative uniforme sur l'ensemble du territoire conquis. Il instaure également la standardisation des poids, mesures, écriture et monnaie, autant de mesures destinées à renforcer la cohésion de cet immense empire hétérogène. Ces innovations administratives participent à la construction d'un État puissant et durable. L'empereur Qin introduit en outre des réformes structurelles dans l'armée. La conscription devient systématique et la discipline rigoureuse. Grâce à une organisation coercitive et efficace, l'armée impériale peut déployer des campagnes militaires qui stabilisent les frontières et repoussent que des menaces extérieures. Parallèlement, l'empereur initie la construction de fortifications majeures, qui seront à l'origine des premiers segments de la Grande Muraille. Ce vaste chantier illustre les ambitions défensives du nouvel empire. Malgré sa centralisation et technologie avancée, le régime Qin rencontre rapidement des limites. La forte pression fiscale, les travaux forcés et la rigidité des lois entraînent un mécontentement croissant au sein de la population. Cette situation préparera le terrain pour de futures contestations, mais n'enlève rien à la portée historique de l'œuvre unificatrice entreprise. La dynastie Qin sert de référence pour les États suivants dans leur volonté de maîtriser un territoire vaste et varié. En somme, l'âge des royaumes combattants est une période de conflits intenses et d'évolution profonde, favorisant l'émergence d'un État centralisé et organisé. L'unification impériale sous Qin marque un tournant décisif dans l'histoire de la Chine. Elle matérialise la volonté d'un pouvoir unique capable de surmonter les divisions régionales et de poser les bases d'une civilisation durable. Le passage d'une fragmentation féodale vers un empire unifié est l'aboutissement d'un long processus où innovation militaire,
réformes administratives et conquêtes successives ont joué un rôle central. Cette transition vers l'Empire, marquée par la rigueur et l'efficacité, sera cependant progressivement remise en cause dans les siècles suivants. Les dynasties qui suivront apprendront à conjuguer autorité et adaptation, évoluant parfois vers plus de souplesse face aux réalités culturelles et sociales multiples de la Chine. C'est au fil de ces transformations que l'histoire chinoise prendra la forme complexe que l'on connaît aujourd'hui. Une histoire façonnée par des siècles de construction et de reconstruction. Ainsi, cette époque reste capitale pour comprendre la formation politique et sociale de la Chine ancienne. Elle illustre comment des idées et des pratiques nouvelles peuvent s'imposer au sein d'un cadre traditionnel, bouleversant de façon durable les équilibres établis. Le récit de ces royaumes avant leur unification invite à réfléchir sur les mécanismes du pouvoir et sur les défis inhérents à la création d'un ordre stable. La suite de cette histoire abordera dans quelle mesure les dynasties ultérieures réussiront à consolider cet héritage impérial. La dynastie Han et l'expansion culturelle. La dynastie Han représente une période fondamentale de l'histoire chinoise, s'étendant sur plus de 4 siècles sans ans, de 206 avant notre ère à 223 de notre ère. Elle succède à la dynastie Qin, qui avait unifié le territoire chinois, mais dont le règne fut bref et marqué par une centralisation rigide. Les Han instaurent un équilibre plus durable entre centralisation et décentralisation, donnant naissance à un État administratif puissant et stable. Cette période est caractérisée par une expansion territoriale notable, une intensification des échanges commerciaux ainsi qu'un enrichissement culturel et intellectuel. L'expansion territoriale des Han s'étend vers l'ouest jusqu'à la région du bassin du Tarim et le corridor du Hexi, ouvrant ainsi de nouvelles routes commerciales et renforçant l'influence chinoise sur la région. À l'est, les Han consolidèrent les protections côtières et étendirent leurs frontières. Ce développement géographique permit la sécurisation de la route de la soie, voie majeure des échanges entre la Chine et les pays d'Asie centrale et au-delà. Ces échanges ne se limitaient pas aux marchandises telles que la soie, les porcelaines ou les épices, mais comprenaient aussi la transmission d'idées, de technologies et de cultures variées. Le commerce sous les Han connut une expansion dynamique, soutenue par des infrastructures telles que la construction de routes, de ponts et de canaux. Ces aménagements favorisèrent la circulation des marchandises et des personnes, renforçant le lien économique entre les différentes provinces de l'Empire. Par ailleurs, l'administration développa des systèmes fiscaux et monétaires qui permirent de mieux contrôler et réguler les échanges. Le marché intérieur chinois s'élargit, favorisant aussi l'apparition de villes de plus en plus importantes comme Chang'an, la capitale qui devint un centre culturel et politique majeur. Sur le plan culturel, la dynastie Han est également reconnue pour l'intégration et la promotion du confucianisme comme doctrine d'État. Ce choix fut stratégique, visant à consolider l'ordre social et politique à travers des principes moraux et éthiques. Le confucianisme, avec son insistance sur la hiérarchie, le respect des ancêtres, la loyauté et la bienveillance, structura l'éducation et la formation des fonctionnaires qui administraient l'Empire. L'examen impérial, bien qu'encore embryonnaire à cette époque, reflétait déjà cette orientation pour recruter les élites selon leurs mérites intellectuels et moraux. L'importance du confucianisme ne fut pas seulement doctrinale. Elle se manifesta aussi par la patronage de la littérature, de la philosophie et de l'histoire. Les historiens de la cour, tels que Sima Qian, produisirent des œuvres majeures qui posèrent les fondations d'une tradition historique riche et rigoureuse. Ces textes jetèrent les bases d'une conscience nationale qui perdura au-delà de la dynastie Han elle-même. Les fonctions publiques furent ainsi investies d'une dimension morale, où le rôle de chaque individu dans la société était clairement défini. Par ailleurs, la période Han connut des avancées technologiques significatives. Parmi celles-ci, le développement de l'imprimerie à l'aide de caractères mobiles, bien que principaux développements datent d'une période ultérieure, trouve ses prémices dans cette époque. D'autres innovations telles que l'amélioration des outils agricoles et des techniques métallurgiques permirent d'augmenter la productivité et d'assurer la stabilité alimentaire indispensable à la croissance démographique. L'essor de l'agriculture contribua ainsi au progrès économique et social dont bénéficia la société chinoise classique. L'art et l'artisanat sous les Han
virent également une grande diversité et une qualité remarquable. La sculpture, notamment la production de figurines en terre cuite, illustre la vie quotidienne et les croyances de l'époque. La porcelaine et les objets en jade atteignaient des niveaux techniques avancés, symbolisant souvent le prestige et le pouvoir. Ces objets étaient souvent utilisés lors des funérailles, signifiant un lien profond avec la tradition et la mémoire des ancêtres, valeur capitale dans la culture Han. La religion et les pratiques spirituelles reflétaient aussi une société pluraliste où le confucianisme coexistait avec d'autres croyances, telles que le taoïsme et certaines formes de culte populaire. Ces diverses influences enrichissaient la pensée et offrirent des réponses multiples aux questions existentielles. La dynastie Han sut intégrer ces éléments sans créer de conflits majeurs, ce qui contribua à l'harmonie sociale. Les rituels religieux et les fêtes jalonnaient ainsi la vie quotidienne et renforçaient le tissu communautaire. La Pax Han, cette paix relative qui dura plusieurs siècles, permit un développement interne stimulant l'imagination politique, économique et culturelle. Toutefois, elle fut aussi ponctuée de défis, notamment des révoltes paysannes liées à des inégalités économiques et des tensions à la frontière avec les peuples nomades. Néanmoins, le pouvoir central réussit souvent à rétablir l'ordre par des réformes et des négociations, témoignant d'une capacité d'adaptation appréciable pour une si longue durée de régime. Le système administratif des Han, basé sur une bureaucratie méritocratique, posa les fondations d'une gouvernance efficace et durable. L'importance accordée à l'éducation des élites, à la discipline des fonctionnaires et à la transmission des savoirs joua un rôle majeur dans la pérennité de l'État. Cette organisation influença profondément les dynasties suivantes, dessinant une voie qui allait être suivie et adaptée pendant des siècles. L'impact de la dynastie Han sur la Chine est dès lors immense, tant sur le plan politique que culturel. En somme, cette époque s'inscrit dans l'histoire comme un âge d'or, où l'Empire chinois s'affirma non seulement par sa puissance militaire ou territoriale, mais également par son rayonnement intellectuel et artistique. Le confucianisme devint l'ossature morale qui façonna le mode de vie et la pensée des générations suivantes. Les échanges commerciaux ouvrirent à la Chine au monde extérieur, tout en consolidant son unité intérieure. Cette période manquait certes pas de tensions et de défis, mais ceux-ci furent en grande partie maîtrisés grâce à un équilibre entre innovation et tradition. Ainsi se conclut ce panorama de la dynastie Han, moment charnière dans l'histoire impériale de Chine, qui prête ses racines profondes aux dynamiques culturelles et politiques futures. La continuation de ce récit nous conduira plus avant dans les transformations sociales et intellectuelles des époques suivantes. Innovation, arts et sciences au fil des siècles. La Chine, au fil des siècles, s'est distinguée par ses innovations remarquables dans les domaines techniques, artistiques et scientifiques, dont l'impact a profondément marqué l'histoire mondiale. Dès les premières dynasties, des inventions importantes ont vu le jour, influençant non seulement la culture chinoise, mais aussi les civilisations voisines et bien au-delà. La fabrication du papier constitue l'une des plus grandes contributions techniques provenant de cette région. Apparue sous la dynastie Han, cette invention a révolutionné la diffusion des connaissances, facilitant la rédaction et le partage d'écrits. L'art du papier s'est rapidement perfectionné, devenant un vecteur essentiel de la culture écrite en Chine et dans d'autres contrées asiatiques. Parallèlement à cette avancée, la production de la soie a connu un développement exemplaire, témoignant du raffinement et du savoir-faire chinois. Son origine remonte à plusieurs millénaires, avec des techniques complexes impliquant l'élevage du ver à soie et le tissage minutieux de fibres délicates. Ce matériau luxueux est devenu un symbole de richesse et de prestige, très prisé bien au-delà des frontières chinoises. La soie a également contribué à des échanges commerciaux florissants, notamment via la route de la soie qui reliait l'Orient à l'Occident, établissant des liens culturels et économiques entre différents mondes. L'art de la porcelaine illustre un autre domaine où la Chine a excellé. Sa fabrication a débuté dès la dynastie Tang et s'est perfectionnée avec le temps, donnant naissance à des objets d'une finesse remarquable. Reconnu pour sa délicatesse et sa solidité, cet art du travail de la céramique a acquis une renommée mondiale, renforçant l'identité culturelle chinoise. La porcelaine, souvent ornée de motifs élégants,
reflète les influences esthétiques et symboliques propres à chaque période, tout en étant un témoignage de la maîtrise technique des artisans. Dans le domaine scientifique, la Chine ancienne a enregistré des découvertes majeures qui ont contribué à l'évolution des connaissances humaines. Par exemple, l'invention de la boussole a facilité les voyages maritimes, ouvrant la voie aux explorations et aux échanges internationaux. Cette découverte a permis aux navigateurs d'améliorer leur orientation, révolutionnant ainsi le commerce et les découvertes géographiques. De même, l'usage de la poudre à canon a marqué un tournant à la fois dans les techniques militaires et dans la création de feux d'artifice, mêlant utilité et expression artistique. Les anciennes dynasties chinoises ont aussi été le berceau d'avancées significatives en médecine et en astronomie. Des textes médicaux anciens témoignent d'une approche systématique du corps humain, privilégiant l'équilibre des forces vitales. De nombreux remèdes à base de plantes ont été documentés, certains conservant leur pertinence dans les pratiques contemporaines. En astronomie, les observations méticuleuses des mouvements célestes ont conduit à des calendriers précis, essentiels pour l'agriculture et les célébrations traditionnelles. Ces connaissances ont été souvent consignées dans des ouvrages dont la rigueur témoigne du soin apporté aux études scientifiques. Par ailleurs, la calligraphie et la peinture ont représenté des formes d'art étroitement liées à la pensée philosophique et à la culture chinoise. La maîtrise de l'écriture ne se limitait pas à une fonction utilitaire, mais constituait un moyen d'expression esthétique et spirituelle. Chaque trait devait être exécuté avec une certaine harmonie, illustrant l'union entre l'art et la discipline. Les peintures, souvent inspirées de paysages naturels ou de scènes symboliques, reflétaient une vision du monde profondément ancrée dans la relation entre l'homme et la nature. L'artisanat s'est également illustré par la production d'objets en jade, une pierre précieuse appréciée pour sa pureté et son symbolisme. Ces objets, souvent rituels ou décoratifs, portaient des significations liées à la protection et au pouvoir. Le jade occupait une place particulière dans la société chinoise, évoquant dignité et longévité. Les techniques pour extraire et sculpter cette pierre témoignent d'une expertise développée sur plusieurs générations. Les innovations techniques dans l'agriculture ont joué un rôle clé dans le développement de la société chinoise. La création d'outils agricoles efficaces, ainsi que l'amélioration des systèmes d'irrigation, ont permis d'augmenter les rendements et d'assurer la sécurité alimentaire. Ces progrès ont favorisé la croissance démographique et la stabilité économique, facteurs fondamentaux pour l'épanouissement culturel et politique. Les grandes dynasties ont pu ainsi concentrer leurs ressources sur des projets artistiques et scientifiques. Le rôle des académies et des écoles officielles dans la transmission du savoir a également été déterminant. À travers les examens impériaux, la connaissance était valorisée et accessible à ceux qui souhaitaient servir l'État. Ce système a encouragé le développement de la littérature et des sciences, tout en favorisant la cohérence sociale. Les érudits, porteurs d'un savoir approfondi, ont contribué à documenter et à analyser les innovations qui jalonnaient l'histoire chinoise. L'art de la navigation, soutenu par les avancées en construction navale et en cartographie, a permis à la Chine d'étendre ses contacts commerciaux et culturels. La maîtrise des routes maritimes a conduit à des échanges avec des régions aussi éloignées que l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient. Ces interactions ont enrichi mutuellement les connaissances, les technologies et les pratiques artistiques. La Chine a ainsi occupé une place importante dans le réseau global d'échanges qui s'est construit au fil des siècles. Plusieurs inventions chinoises, telles que les cadrans solaires et les horloges mécaniques, ont contribué à affiner la mesure du temps. La compréhension du cycle solaire et lunaire était essentielle pour planifier les activités agricoles et cérémonielles. Ces dispositifs reflètent l'attention portée au rythme naturel de la vie et aux besoins sociaux. Ils témoignent aussi d'une capacité ingénieuse à concevoir des mécanismes adaptés aux exigences pratiques de la société. Cette accumulation d'innovations, d'œuvres artistiques et de découvertes scientifiques illustre la richesse et la diversité de la civilisation chinoise ancienne et médiévale. Chaque progrès a participé à façonner une identité complexe et dynamique, mêlant tradition et créativité. L'étude attentive de ces réalisations permet d'apprécier la profondeur d'un héritage qui continue d'influencer le monde contemporain. Le passage vers la période suivante s'inscrit dans cette continuité, explorant l'évolution culturelle et politique
qui a accompagné ses fondations techniques et artistiques. Changement politique sous les dynasties Tang et Song. L'histoire de la Chine sous les dynasties Tang et Song révèle une période marquée par des transformations politiques profondes qui ont façonné l'évolution de l'Empire et son influence en Asie. Durant la dynastie Tang, qui s'étend approximativement du 7e au 10e siècle, l'organisation administrative s'est renforcée sous une centralisation accrue. L'Empire adopta un système bureaucratique fondé sur le mérite, avec des examens impériaux permettant l'accès à des postes officiels. Cette méthode privilégiait la compétence et encourageait une élite instruite. Ce modèle favorisa la stabilité politique en réduisant les privilèges liés à l'hérédité. Par ailleurs, la dynastie Tang se caractérisa par une expansion territoriale notable, étendant l'influence chinoise jusqu'en Asie centrale. Les échanges commerciaux se développèrent grâce à la célèbre route de la soie, qui reliait la Chine aux régions occidentales. Ces échanges eurent un impact considérable non seulement sur l'économie, mais aussi sur la diffusion culturelle. La capitale, Chang'an, devint un centre cosmopolite où se mêlaient diverses cultures et religions. La tolérance religieuse fut aussi une particularité de cette époque, avec un état de coexistence entre bouddhisme, taoïsme et confucianisme. En contraste avec la dynastie Tang, la période Song, qui suivit du Xe au XIIIe siècle, incarna un renouveau intellectuel et technique. Les Song améliorèrent encore les institutions bureaucratiques en renforçant le contrôle central et en réformant le système fiscal. La grande innovation fut l'introduction d'un système d'examen civil plus accessible, ce qui permit une plus large inclusion de la population dans l'administration. Ce changement eut pour effet de rapprocher le gouvernement des réalités sociales, tout en maintenant une stabilité politique relative malgré les menaces étrangères. Le développement économique sous les Song fut spectaculaire. L'essor de l'agriculture fut favorisé par l'introduction de nouvelles techniques comme la riziculture tardive, qui permit plusieurs récoltes annuelles. L'économie urbaine prospéra également, soutenue par un réseau commercial étendu. L'émission de billets de banque, une première dans l'histoire du monde, facilitait les transactions et reflétait l'évolution des structures économiques. Les villes comme Kaifeng et Hangzhou devinrent des grands centres urbains, témoins de cette vitalité. Socialement, la complexité de la société chinoise augmenta. La structure sociale se diversifia avec l'émergence d'une bourgeoisie urbaine dynamique, composée de marchands, d'artisans et de lettrés. Cette classe joua un rôle essentiel dans la promotion des arts et des techniques. Malgré cela, la société restait profondément influencée par les valeurs confucéennes, qui valorisaient la hiérarchie, la famille et l'ordre moral. Les traditions familiales s'entretenaient dans ce contexte de changement, assurant une continuité culturelle. Sur le plan militaire, les Song durent faire face à des défis importants venant de peuples voisins comme les Khitan et les Jurchen. Ces conflits conduisirent à un redéploiement des ressources et à une réforme des armées. La diplomatie joua un rôle non négligeable, privilégiant parfois des accords de tribu pour maintenir la paix. Ces arrangements montraient la complexité des relations internationales chinoises, où la puissance militaire s'accompagnait d'une stratégie politique subtile. L'art et la culture sous les Tang et les Song reflétaient cette époque de prospérité et d'échange. Les Tang développèrent une poésie raffinée et des arts visuels influencés par les contacts étrangers. Sous les Song, la peinture et la calligraphie atteignirent un degré de sophistication remarquable. Ces réalisations artistiques témoignaient d'une société qui valorisait le savoir et l'expression esthétique. Elles contribuaient aussi à faire rayonner l'influence chinoise bien au-delà de ses frontières. L'enseignement et la diffusion du savoir connurent des avancées importantes. Les bibliothèques impériales se multiplièrent et l'impression sur bois permit une large diffusion des textes classiques et des traités techniques. Ce mouvement démocratisa l'accès au savoir et participa à l'essor culturel. Les écoles et les académies se développèrent, formant une élite intellectuelle engagée dans la gestion de l'État et l'innovation. Le rôle central accordé à l'instruction fut une force motrice dans cette époque de changement. Il est aussi essentiel de considérer l'impact de la pensée philosophique dans ces transformations. Le néo-confucianisme, qui se développa particulièrement sous la dynastie Song, offrit une nouvelle lecture des enseignements traditionnels. Cette école de pensée intégrait des éléments bouddhistes et taoïstes
dans une synthèse morale et politique. Elle renforce la légitimité des institutions impériales et la discipline sociale, tout en encourageant une éthique personnelle rigoureuse. Cette philosophie influença durablement la société chinoise et son rapport au pouvoir. Le rôle des femmes, bien que limité par les normes sociales confucéennes, ne fut pas négligeable. Certaines femmes issues de milieux lettrés participèrent à la vie culturelle et intellectuelle. Les textes de l'époque évoquaient aussi leur contribution indirecte à la gestion familiale et à la transmission des valeurs. La structure patriarcale restait la norme, mais les réalités sociales dévoilent des nuances qui méritent d'être reconnues. Ces aspects sociaux enrichissent à la compréhension des dynasties Tang et Song. Au terme de cette période, l'Empire chinois apparaît comme un système complexe où la centralisation politique, l'innovation économique et l'évolution sociale s'interpénétraient de manière dynamique. L'histoire de ces deux dynasties indique une tendance vers une organisation plus sophistiquée, capable de gérer une société en expansion et diversifiée. Leur influence marqua durablement la trajectoire de la Chine, qui sut conserver une identité forte tout en intégrant le changement et l'ouverture. Cette analyse met en lumière la richesse d'une époque médiévale, où l'Empire chinois joua un rôle central en Asie. La compréhension de ces transformations politiques, économiques et sociales nous offre une perspective approfondie sur les mécanismes qui façonnent les grandes civilisations. La suite de notre exploration s'intéressera aux conséquences de ces dynamiques internes face aux nouvelles menaces et aux évolutions externes, notamment lors de la période suivante. La Chine face aux défis extérieurs et la période des tribus. Pendant une grande partie de son histoire, la Chine a développé une approche singulièrement mesurée face aux défis extérieurs. Elle a su combiner prudence et ouverture afin de préserver son intégrité tout en favorisant des échanges fructueux avec ses voisins. Cette stratégie repose sur une gestion pacifique des menaces et une intégration progressive des peuples environnants par le biais de relations diplomatiques et commerciales. Loin de recourir systématiquement à la confrontation, la Chine ancienne privilégiait le dialogue et les tribus comme moyen de confirmer son autorité tout en consolidant la paix régionale. Les relations extérieures de la Chine se sont longtemps appuyées sur le système tribu. Ce mécanisme, basé sur l'échange symbolique de présents et de reconnaissance, permettait de structurer les rapports entre l'Empire central et les États périphériques. Plus qu'une simple expression de soumission, ce système reflétait un ordre politique et culturel où la Chine incarnait la civilisation majeure. Offrir un tribut signifiait ainsi s'inscrire dans ce vaste réseau d'influence et bénéficier en retour d'un accès à des biens, des savoirs et à une certaine protection. Ces échanges formalisés témoignaient d'une volonté d'intégration sans effacer les identités propres des partenaires. D'un point de vue diplomatique, cette politique se caractérisait par une combinaison de fermeté et de flexibilité. Les autorités chinoises répondaient aux incursions ou aux pressions par des négociations soutenues, cherchant à éviter les conflits armés qui pouvaient déstabiliser la région. La diplomatie impériale mettait en œuvre des missions officielles, souvent constituées de diplomates, de fonctionnaires et d'érudits, chargés de s'assurer du respect des accords. Ils apportaient non seulement des propositions politiques, mais aussi des objets culturels destinés à impressionner et consolider les liens, témoignant ainsi du prestige chinois et de sa grandeur civilisationnelle. Cette gestion mesurée des relations extérieures a permis d'établir de vastes réseaux commerciaux. La Chine, riche de ses productions artisanales telles que la soie, la porcelaine et le thé, échangeait ses marchandises contre des produits venus de l'Asie centrale, de la péninsule coréenne, du Japon ou encore des steppes. Ces échanges ne se limitaient pas à des transactions économiques. Ils favorisaient aussi la circulation des idées, des technologies et des pratiques culturelles. Ainsi, le monde chinois apparaissait comme un carrefour où les influences extérieures se mêlaient subtilement à la tradition locale, provoquant une évolution constante sans rupture violente. Parallèlement, les défis militaires extérieurs n'étaient jamais ignorés. La Grande Muraille de Chine, monument emblématique, illustre cette volonté de contrôle et de défense face aux menaces venant des nomades des steppes. Cependant, la muraille n'était pas seulement une barrière physique. Elle s'inscrivait dans une politique plus large de gestion des frontières. Là où la force brute ne suffisait pas, la Chine préférait souvent user de stratégies d'alliances matrimoniales ou d'intégration progressive de tribus combattantes
en leur offrant un statut au sein de l'Empire. Cette aptitude à transformer des ennemis potentiels en alliés se retrouve dans de nombreux épisodes historiques et témoigne d'une compréhension fine des dynamiques régionales. Le souci d'une coexistence harmonieuse transparaît également dans les récits mythologiques et philosophiques. La tradition chinoise valorise l'équilibre et l'ordre, concept essentiel pour maintenir la paix sociale, mais aussi les relations avec l'extérieur. Dès l'Antiquité, le confucianisme insiste sur la nécessité d'un gouvernement diligent, mais également respectueux des différences. Ces principes se traduisent dans la politique extérieure, où la légitimité repose non sur la domination brutale, mais sur la reconnaissance mutuelle des rôles et des devoirs. Ainsi, la Chine a pu affirmer son originalité tout en participant activement aux échanges qui façonnèrent l'Asie. Au fil des siècles, cette posture s'est ajustée selon les circonstances. Lors de périodes de faiblesse ou de division, les incursions se sont intensifiées, mettant à l'épreuve les capacités d'adaptation de l'Empire. Inversement, lors des grandes dynasties comme les Tang ou les Ming, la politique extérieure chinoise a montré une remarquable efficacité à projeter une image d'ordre et à organiser un réseau cohérent de relations. Ces périodes sont marquées par le développement des routes commerciales comme la fameuse route de la soie, qui reliait la Chine à des civilisations lointaines tout en renforçant la diplomatie par des échanges réguliers et codifiés. Il est important de souligner également que cette politique d'échange était multidimensionnelle. Les tributaires appréciaient non seulement les produits matériels, mais aussi les savoirs techniques et culturels. La médecine, l'astronomie ou encore la philosophie chinoise influençaient des sociétés parfois très éloignées. Cette diffusion pacifique de la culture chinoise participe d'une vision qui dépasse la simple logique politique ou sécuritaire. Elle offre une lecture plus large des relations humaines, où la coexistence et le respect des autres, même s'ils sont placés dans une position inférieure dans la hiérarchie officielle, constituent une forme de diplomatie douce et efficace. Dans cette perspective, la gestion des menaces extérieures gagne en complexité. La Chine a ainsi évité de nombreuses guerres ouvertes par l'entremise de politiques de compromis et par son aptitude à persuader plutôt qu'à contraindre systématiquement. Cela ne signifie pas l'absence totale de conflits, mais qu'ils apparaissent gros souvent comme ponctuels, temporaires et rapidement réglés. Cette capacité à maintenir la stabilité sur de longues périodes a joué un rôle crucial dans la construction de l'un des plus vastes empires que le monde ait connu, capable d'influencer durablement son environnement géopolitique. En définitive, cette approche équilibrée résume une stratégie où l'intégration passe par la reconnaissance, où le pouvoir s'exerce davantage dans la diplomatie que dans la force brute, où les échanges économiques et culturels deviennent un ciment entre les peuples. La Chine ancienne a su développer un système d'une grande sophistication qui, tout en affirmant sa place centrale, a su inclure ses voisins dans un réseau dynamique. Cette leçon historique éclaire la manière dont les sociétés peuvent naviguer entre sécurité et ouverture, proposant un modèle de gestion des relations internationales toujours pertinent. Nous allons maintenant poursuivre notre exploration en abordant les mutations internes qui accompagnèrent ces échanges extérieurs, mettant en lumière les transformations sociales et institutionnelles qui façonnèrent la Chine dans cette période d'ouverture et de confrontation. Transformations sociales et culturelles sous les Yuan et Ming, la période des Yuan et des Ming représente une époque charnière dans l'histoire sociale et culturelle de la Chine, marquée par un délicat équilibre entre influence extérieure et enracinement profond des traditions locales. Sous la dynastie Yuan, fondée au XIIIe siècle par les Mongols, la société chinoise connut des transformations sensibles dues à l'instauration d'un pouvoir non-Han, qui provoqua à la fois des ruptures et des continuités dans l'organisation. Sociale, les Mongols apportèrent avec eux un système hiérarchique strict, où les distinctions ethniques jouaient un rôle central. Ils réservaient les meilleures terres et postes administratifs aux membres de leur propre communauté, ainsi qu'aux autres peuples non-Han, tels que les Ouïghours et les Coréens, au détriment des Chinois Han qui constituaient majoritairement la Population Assistant. Cette stratification engendra des tensions sociales visibles, mais ne parvint pas à briser les liens culturels qui unissaient les populations locales. Malgré ces changements, le système éducatif basé sur les classiques confucéens demeurait, même si son accès fut parfois limité sous la domination mongole.
La bureaucratie chinoise, essentielle pour l'administration, conserva une certaine stabilité grâce à la continuité des examens impériaux, quoique adaptés aux exigences du nouvel ordre politique. Ces indices révèlent la persistance d'une tradition profonde au cœur du pouvoir, qui s'adaptait pour subsister face à une autorité extérieure. La société chinoise de cette époque conservait largement son organisation traditionnelle, fondée sur la famille élargie et les réseaux locaux. Le rôle central de la famille, en tant que cellule sociale essentielle, restait la base des relations interpersonnelles. Par ailleurs, les pratiques cultuelles ancestrales liées au confucianisme, au taoïsme et au bouddhisme continuaient d'influencer la vie quotidienne, favorisant le maintien de rituels et de valeurs centrées sur le respect des ancêtres et la recherche d'harmonie. La dynastie Ming, qui succéda aux Yuan au milieu du XVe siècle, marqua un retour affirmé aux valeurs et institutions propres à la Chine Han. L'administration impériale fut restaurée dans ses formes classiques, réaffirmant le rôle fondamental des examens et des lettrés dans la gestion de l'État. Cette période se caractérisa par un renforcement des normes confucéennes qui devinrent le socle des règles sociales et morales. Sous les Ming, la société vit un essor de la classe des lettrés, qui devint une force influente dans tous les domaines de la vie publique. Leur position permit de consolider l'idéologie confucéenne, soutenant l'ordre hiérarchique et la stabilité politique. Parallèlement, la prospérité économique favorisa le développement des villes, des échanges commerciaux et une certaine mobilité sociale, même si la majorité rurale restait attachée à des modes de vie traditionnels. Les arts et la culture connurent un renouveau remarquable pendant la dynastie Ming. La production littéraire, la peinture, la céramique et la musique se développèrent sous l'impulsion d'une élite lettrée, désireuse d'affirmer l'identité chinoise après la période de domination étrangère. Ces manifestations culturelles reflétaient à la fois un profond respect pour l'héritage ancestral et une volonté d'innovation mesurée. Le maintien des traditions était aussi visible dans la sphère familiale. Le patriarcat resta la norme, avec la primauté accordée au lignage masculin et à la transmission des biens et du nom familial. Les rites funéraires et les célébrations officielles suivaient les prescriptions classiques, symbolisant la continuité temporelle entre les générations. Cette continuité culturelle servait de lien solide dans un monde en pleine mutation. Les échanges internationaux sous les Yuan puis les Ming introduisirent néanmoins de nouvelles dynamiques. Le commerce avec l'Asie centrale, l'Inde et même l'Europe apporta des biens, des idées et des techniques qui enrichirent les pratiques locales sans en altérer les fondements. Ces interactions manifestèrent la capacité d'une société ancienne à intégrer progressivement des influences extérieures, tout en préservant son identité profonde. L'arrivée de marchandises étrangères telles que les tissus, le verre ou les épices modifia certains aspects du quotidien et favorisa l'émergence de réseaux commerciaux complexes reliant les différentes régions du territoire. Cette expansion commerciale s'accompagna d'un développement des infrastructures et d'une circulation accrue des personnes et des savoirs, ce qui contribua à la vitalité culturelle et économique des villes. Par ailleurs, la religion et les croyances continuèrent d'occuper une place centrale. Le bouddhisme, le taoïsme et la pratique des ancêtres se combinaient dans une coexistence harmonieuse, assurant un lien spirituel entre le passé et le présent. Les temples et sanctuaires furent entretenus avec soin, témoignant du souci constant de respecter les traditions et de nourrir le sentiment d'appartenance à une histoire commune. Les structures administratives mises en place sous les Ming renforçaient la stabilité et permettaient une gestion efficace des vastes territoires, intégrant régions rurales et citadines. L'organisation en provinces, départements et districts facilitait un contrôle plus direct de la part de l'État, tout en laissant une certaine autonomie aux élites locales. Cette double dynamique favorisait l'équilibre entre centralisation et diversité régionale. Le système juridique, fondé sur des codes précis inspirés du confucianisme, régulait les comportements sociaux en insistant sur la hiérarchie, l'autorité familiale et la loyauté envers l'État. Les sanctions prévues pour les infractions reflétaient cet ordre préétabli, contribuant à maintenir une société relativement harmonieuse où chacun connaissait sa place et ses devoirs. La culture populaire prospérait également, avec des formes d'expression artistique variées telles que le théâtre,
la musique et la poésie accessibles à un public large. Ces activités jouaient un rôle social fondamental en renforçant les liens communautaires et en transmettant les valeurs collectives dans un cadre festif mais ordonné. Elles participaient pleinement au maintien de l'identité culturelle malgré les changements. En résumé, la période des Yuan et des Ming illustre parfaitement la capacité de la société chinoise à conjuguer l'affirmation d'un pouvoir politique parfois étranger à l'histoire locale avec la perpétuation d'une culture profondément enracinée. Ce jeu subtil entre continuité et innovation façonna durablement la trajectoire sociale et culturelle du pays, préparant le terrain aux évolutions ultérieures. Ce panorama permet de mieux comprendre comment une dynastie étrangère comme les Yuan a pu s'appuyer sur les structures chinoises pour asseoir son pouvoir, tandis que les Ming ont restauré et consolidé un ordre traditionnel réinterprété à la lumière des expériences passées. Le regard posé sur cette époque révèle une société à la fois résistante et adaptable, capable de préserver son identité tout en absorbant des apports nouveaux. Dans la suite de ce récit, il sera pertinent d'examiner plus précisément les aspects économiques et commerciaux de ces dynasties, afin de saisir comment les transformations sociales se sont nourries des développements matériels et des échanges interculturels. Cette analyse approfondira la compréhension de l'interdépendance entre forces politiques, structures sociales et dynamiques culturelles au sein de la Chine ancienne. Héritage historique et continuité de la civilisation chinoise. L'histoire de la civilisation chinoise est une riche tapisserie tissée au fil des millénaires, marquée par une continuité remarquable qui relie le passé au présent. Depuis l'apparition des premières dynasties jusqu'aux sociétés contemporaines, la Chine a perpétué un héritage culturel, institutionnel et philosophique d'une ampleur exceptionnelle. Ce legs se manifeste dans les variations d'unifier l'État, l'organisation sociale, ainsi que les valeurs fondamentales qui ont façonné la vie quotidienne et les relations humaines. La genèse de cette civilisation s'inscrit dans la vallée du fleuve Jaune, où s'établirent les premiers grands royaumes. C'est dans cette région fertile que se développèrent les premières formes d'écriture, permettant la transmission des savoirs et des lois. La dynastie Zhou, qui s'étendit sur plusieurs siècles, fut le berceau des grandes écoles philosophiques classiques, notamment le confucianisme et le taoïsme, qui ont profondément influencé la conception chinoise du monde, de la morale et de la politique. Au fil des siècles, l'État impérial s'organisa autour d'une bureaucratie complexe, dont les fonctionnaires étaient recrutés par des examens rigoureux. Ce système méritocratique illustre l'importance du savoir et de la culture dans la structuration du pouvoir. L'équilibre entre centralisation politique et influence locale a toujours été un défi constant, mais il a permis d'établir une cohésion durable, malgré les aléas des révolutions et des invasions. L'art et la science prirent un essor considérable à travers les dynasties successives. L'invention de la poudre à canon, du papier, de l'imprimerie ainsi que les progrès en médecine traditionnelle représentent des contributions majeures qui ont transcendé les frontières chinoises. Ces apports démontrent l'ouverture relative de la Chine à l'échange des idées, même si la préservation des traditions demeurait essentielle. Par ailleurs, les rituels et les fêtes traditionnelles, tels que le Nouvel An lunaire, reflètent un attachement profond au cycle naturel et à l'harmonie familiale. Ces pratiques, transmises de génération en génération, renforcent l'identité culturelle et maintiennent un lien vivant avec les ancêtres. La vénération des ancêtres et le respect de l'éthique confucéenne sont des piliers qui perdurent dans la vie quotidienne. Le XIXe siècle apporta de profonds bouleversements, notamment avec l'ouverture forcée du pays aux influences étrangères et les conflits internes qui en résultèrent. Les guerres de l'opium et les traités inégaux mirent à l'épreuve la souveraineté chinoise et suscitèrent un éveil nationaliste. Pourtant, même dans ces périodes de crise, les valeurs traditionnelles et le sentiment d'unité restèrent des sources de résilience. Au XXe siècle, la République puis la République populaire de Chine inaugurèrent des phases de modernisation rapide, tout en affirmant le rôle central de l'héritage culturel dans la construction nationale. Les réformes sociales et économiques s'accompagnèrent d'un renouvellement des pratiques éducatives et artistiques visant à concilier tradition et innovation. La présence d'une mémoire historique collective guida ces transformations. La langue chinoise, avec ses milliers d'années d'évolution,
reste un vecteur puissant de cette continuité culturelle. Le caractère écrit, intrinsèquement lié à la pensée et à la philosophie du pays, constitue un lien intangible entre les époques. Cette permanence linguistique témoigne de la stabilité du substrat civilisateur malgré les changements politiques. L'interaction entre les multiples minorités ethniques et la dominante Han révèle également une complexité sociale qui a enrichi cette mosaïque culturelle. Chaque groupe, avec ses propres coutumes, contribue à la diversité et à la richesse du patrimoine national. Cette coexistence a favorisé un climat d'échange et d'appropriation mutuelle, consolidant l'unité dans la diversité. En outre, la pensée confucéenne continue d'exercer une influence non seulement sur la morale personnelle, mais aussi sur la manière dont la société envisage la gouvernance et les relations internationales. L'importance accordée à la hiérarchie, à l'éducation et à l'harmonie sociale se retrouve dans les politiques contemporaines, démontrant la pertinence historique de ces concepts. La Chine d'aujourd'hui, tout en s'insérant dans la dynamique globale, reste profondément enracinée dans cet héritage ancien. Les monuments historiques, les textes classiques, les traditions festives ainsi que les arts martiaux sont autant d'éléments qui témoignent de cette continuité. Cette persistance culturelle offre un regard unique sur la façon dont une civilisation peut perpétuer ses fondements dans un monde en constante évolution. Ainsi, l'histoire chinoise peut être perçue comme un fil rouge tissé avec soin à travers les siècles. Le respect des anciens, la valorisation du savoir, la mise en place d'institutions stables et le maintien d'une culture vivante forment une trame qui relie le passé au présent. Cette continuité est à la fois un ancrage et un vecteur de transformation, garantissant la pérennité d'une civilisation parmi les plus anciennes. La richesse de cet héritage historique dépasse la simple accumulation de faits ou d'événements. Elle incarne une manière d'être et de penser, un rapport au temps et à la société qui a permis à la Chine de surmonter de nombreuses épreuves. L'étude attentive de cette perpétuation offre ainsi une compréhension profonde des mécanismes qui sous-tendent la longévité des cultures. Les prochaines réflexions porteront sur les transformations contemporaines qui mettent en lumière les défis et opportunités de cette continuité historique. Elles permettront d'explorer comment cette civilisation s'adapte aux exigences d'un monde globalisé tout en conservant ses racines millénaires.